Il existe des flammes qui ne s'éteignent jamais. Recueillies dans des cœurs en proie à la vengeance comme à l'envie de liberté, elles embrasent les individus jusqu'à les détruire. Bienvenue à tous dans l'analyse de ces flammes qui n'ont pas dit leur dernier mot. One Piece vient de dévoiler l'un des mystères les plus attendus de tous les temps, la nature de Rocksteady Shebeck et son lien avec les secrets de ce monde. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, il est déjà trop tard. Si vous avez cliqué, c'est parce que vous êtes désireux, comme lui, d'en savoir plus. Mais la connaissance des tabous de ce monde va vous mener dans des endroits dangereux et vous faire commettre l'irréparable. Car maintenant, vous ne pouvez plus faire demi-tour. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Vous saurez qui est le plus fort entre la pierre et l'or. Mais vous paierez le prix de cette connaissance. Alors, autant vous installer confortablement, car il est l'heure pour vous de plonger dans les heures les plus sombres de notre histoire, là où même dans les ténèbres les plus profonds, il y a des flammes qui ne s'éteignent jamais. どうにも見かけない種族がいて気になっていた。いれば目立つはずだが。巨人族だ。Salut mes petits Tenryubito! Aujourd'hui, vidéo très spéciale car vous avez été nombreux à me demander la ref de mon tableau derrière. Du coup, je vais tout vous expliquer, c'est grâce à mince, mon modificateur de voix. C'est grâce à Displate. Dites bonjour à la plus grande galerie d'œuvres imprimées sur métal. Plus qu'un simple poster parmi les plus de 2 millions de créations, c'est une vraie œuvre d'art qui vient embellir votre petit chez vous. Avec des dizaines et des dizaines de licences officielles ou de créations originales, il y en a pour tous les goûts. Mais Imu, toi, t'es proprio de Pangea, moi, simple locataire, je fais comment pour pas détruire mon mur? C'est là que la magie opère, mon petit dragon. Chaque Displate se fixe en quelques secondes grâce à un système magnétique. Pas de clous, pas de trous, pas d'embrouille. Je vous explique, j'ai le mien depuis 800 ans environ et y a aucun souci. Besoin de changer la déco pour l'été en faisant table rase du passé? J'adore le concept et Displate le sait plus que quiconque grâce à sa livraison ultra rapide. En 4 à 5 jours ouvrés, ton colis est devant chez toi. Maintenant, c'est là qu'on parle entre vous et moi. Saluez la nouvelle technologie d'Egghead, la finition Textra. Texture en relief, effet 3D et vernis sélectif mat ou brillant, manifestez tous vos sens. Displate Textra, c'est une œuvre d'art que vous pouvez tout autant voir que ressentir au bout des doigts. Détails époustouflants et couleurs plus vives que jamais, n'attendez plus. Foncez dans la description et profitez de notre code exclusif pour bénéficier de moins 25% pour l'achat d'une Displate, moins 32% pour 2 à 3 Displates et moins 37% pour 4 Displates. Displate, votre mur vous remerciera. おめえ、トムさんと同じ目に遭いてえのか。設計図はお前が持ってろ。万が一命の危機が迫ったらこんなもんくれてやれ。渡したくなきゃあいつらの目の前で燃やしたっていい。お前が俺ならそうしたか。あれだけの偉業を成したトムさんが全てを捨てて未来へ繋いだ設計図だ。少なくともニコ・ロビンという女が実在する兵器を復活させる危険がある以上、それは抵抗勢力としてこの世に必要なものだ。 Bien avant notre ère, le Nouveau Monde était sous la domination des géants d'Elbaf. Alors que la mer était agitée, eux furent les seuls à pouvoir naviguer autour du globe. Grâce à leurs compétences en navigation, ils furent les premiers à suivre Rodstar. Et grâce à l'arbre d'Adam, purent travailler le bois comme personne avant eux, créant les meilleurs navires au monde. Une idée tout droit inspirée des technologies vikings qui leur permettait d'entreprendre des expéditions par-delà les eaux profondes. Ainsi, grâce à leurs compétences, les ingénieurs navals d'Elbaf, connus sous le nom de Kaleila, l'escouade des grands marteaux, étaient prisés du monde entier et auraient créé il y a 900 ans le plus redoutable navire de guerre au monde, capable de détruire des îles à lui tout seul, l'arme antique
Pluton. Voilà pourquoi, en 2006, il y a 20 ans, le jeune Cutie Flamme, qui découvrait au chapitre 355 les plans de cette arme, n'en croyait pas ses yeux et s'exprimait. Vous pensez vraiment que des humains seraient capables de construire une telle chose ? Et il n'avait pas tort, car elle aurait été construite par des géants sur Water 7. Voilà pourquoi, de génération en génération, les plans du navire furent transmis parmi les plus grands charpentiers de l'île jusqu'à atterrir dans les mains d'un jeune génie. En effet, jadis, à Water 7, il existait 7 compagnies de construction. Mais la passion et les connaissances hors du commun d'un certain Icebarg suscitaient une telle admiration de la part de tous les charpentiers de la ville qu'il réussit à rassembler toutes les compagnies en une seule il y a 5 ans de cela. Ce serait donc en hommage au nom des charpentiers d'Elbaf qu'il aurait nommé sa propre compagnie, la Galeila, devenant avec son frère de cœur les plus grands charpentiers de leur génération, dont le rêve est aujourd'hui de transformer Water 7 en véritable navire pour protéger la ville d'Aqua Laguna comme pour sauver le monde de la montée des eaux. Et Thriller Bark, véritable île-navire, nous montre que c'est possible. Mais pour cela, il aura besoin de l'aide des géants. Voilà pourquoi, il y a des siècles, le gouvernement arrêta la Galeila et l'aurait cryogénisée quelque part pour leur extraire les plans de Pluton. Car je cite Tom au chapitre 355, « Si une telle arme était construite, ce serait la fin du monde. » Mais c'était sans savoir que ces plans étaient entre de bonnes mains, jusqu'à ce que le dernier héritier de cette volonté, Cutie Flamme, décida, le dos au mur, de les brûler pour que jamais le gouvernement ne puisse mettre la main dessus. Mais ce n'est pas tout, car un navire colossal, nous en connaissons un autre. Oui, les géants seraient en réalité les charpentiers à l'origine de l'arche gigantesque de Noah, que seuls, comme le précisaient les rois des mers au chapitre 648, pourraient terminer. Je cite, « Nous aurons besoin de la force de ce peuple. » La capture des membres de la Galeila et l'incapacité de reconstruire le Noah est appuyée par un second roi des mers qui déclare « Oui, mais c'est une époque différente désormais. » Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que nous apprenons que les géants de la Galeila furent aussi composés de géants antiques. En effet, au chapitre 462, intitulé « L'aventure d'Odds », ce dernier se prend d'envie de tirer sur le gouvernail de Thriller Bark, entraînant le vaisseau gigantesque dans des courants dangereux. Ce gouvernail, tout bonnement unique, est le même que celui que l'on retrouve sur Noah. Une roue avec ses chaînes. Ainsi, la ferveur d'Oz de manier un gouvernail qu'il aurait lui-même construit laisse à penser que ce sont bien des géants antiques et donc potentiellement ceux de la Galeila qui ont construit l'arche millénaire, des navires de la taille d'une île. Le même rêve, je vous le rappelle, d'Icebarg. Tout semble donc connecté. Mais alors, où se trouvent aujourd'hui les ancêtres de la Galeila? Où se trouvent ces géants antiques cryogénisés par le gouvernement mondial? よし、わかった。って逃げるか。なんだろう、ここ。外なの？もしかして冷凍庫？暗くてよく見えないけど、ここは道じゃないのかしら。暗くてよく。あ、見えた。 C'est arrivé sur l'île scientifique de Punkhazard, au chapitre 655, que nous découvrions un gigantesque mur. Dessus, le logo du gouvernement mondial, de la marine, mais également des géants antiques étaient inscrits avec un message clair, défense d'entrée. Si à l'époque nous pensions qu'il s'agissait là d'un mur d'enceinte pour enfermer l'île en quarantaine après l'explosion chimique provoquée par Caesar Clown, la réalité était tout autre. En effet, c'est au chapitre 1120, à travers les souvenirs de Vegapunk, que nous pouvions découvrir que ces murs étaient déjà présents il y a 26 ans. En réalité, il ne s'agit pas de murs d'enceinte protégeant le laboratoire ou pour le mettre en quarantaine, mais bel et bien d'un véritable enclos pour élever des géants antiques artificiels, les Numbers, enfermés dans une véritable ville factice pour étudier leur comportement et surtout les dégâts qu'ils peuvent causer. Oui, l'île ne possède que des laboratoires et une base militaire de la marine, mais aucun civil. L'existence d'une ville entière n'a donc aucun sens, sauf si elle aussi est artificielle. Voilà pourquoi, lorsque les Mugiwara arrivent sur Punkhazard, au chapitre 655, ils découvrent une ville entière, mais surtout un crâne de géant antique au milieu des décombres.
Robin précisait même à l'époque que la taille était bien plus grande que celle d'un géant normal. En effet, avant l'affrontement d'Aokiji contre Akainu et avant même l'explosion chimique provoquée par Caesar Clown, Punk Hazard était déjà coupé en deux, une partie laboratoire et une partie enclos. Nous pouvons même observer au chapitre 1120 le géant Hacha 6 ans avant sa vente secrète à l'empereur Kaido pour l'aider à envahir le pays de Wano Kuni face à Oden Kuzuki et ses fourreaux rouges. Un enclos, mais surtout une référence directe à Jurassic Park de Steven Spielberg, sorti en 1993 et qui a marqué à jamais un Eiichiro Oda encore adolescent. Que ce soit le climat, la jungle, le logo des géants antiques et le Keep Out, ou même la porte géante, nous avons ici affaire à un véritable hommage de scientifiques tentant de réanimer une race disparue à partir de leur ADN. Cette fois, non pas des dinosaures artificiels, mais des géants antiques recréés à partir non pas d'ADN de moustiques coincés dans de l'ambre, mais du facteur de linéage de géants coincés dans de la glace. Tout comme Albert avait été capturé sur Punk Hazard pour prendre son ADN de lunarien, la même chose pour Kaido, en reprenant son facteur de lignée pour reproduire son fruit du démon, le gouvernement aurait fait la même chose avec les géants antiques de la Galela, congelés sur place depuis des années. Tandis que des prisonniers d'Impel Down étaient choisis comme sujet d'expérimentation, eux étaient utilisés comme poche de sang par les scientifiques depuis des siècles. C'est avec horreur que Nami et Chopper découvrent cet endroit au chapitre 660 sans comprendre de quoi il s'agissait réellement. Nous pouvons en effet retrouver 3 des géants aperçus dans la vision de Jarl. Un les bras croisés avec une coiffure en pique, un autre exactement la même barbe et les mêmes cheveux, et enfin le plus grand avec sa mâchoire de golem. Voilà donc qu'à son habitude, le gouvernement mondial venait de s'assurer que plus jamais les plus puissants charpentiers du monde ne construisent de navires millénaires et gigantesques, que Noah reste chez les hommes poissons et que Pluton reste à jamais sous Wano Kuni. Mais comme les rêves des hommes n'ont pas de fin, préparez-vous à voir la volonté des géants refaire surface. La Galela n'a pas dit son dernier mot, et un jour, Water 7 flottera sur les eaux. Un jour, Pluton sera libéré de Wano, car il reste du bois d'Adam, et il existe toujours un géant avec un marteau. La pierre est au premier abord humble, discrète, au ras du sol, invisible et tapie dans l'ombre. L'or, lui, est ostentatoire. Il crie sur les toits du monde sa démesure. La pierre, elle, ne brille pas, elle attend son heure. Immuable et peu séduisante, elle sait qu'elle est éternelle, que son heure viendra. Tandis que l'or offre à voir son accomplissement, sa gloire, sa richesse et son pouvoir, elle sait que tant qu'elle sera là, ses rêves n'auront pas de fin. Ainsi, c'est au crépuscule de son œuvre qu'Eiichiro Oda fait du final de One Piece le conflit entre 2 idéologies, entre la pierre et l'or, entre Rox et Gold, entre 2 familles que tout oppose. En effet, les révélations apportées par le chapitre 1154 de One Piece nous laissent penser qu'il y a 60 ans, la ruche était en réalité l'un des 170 pays affiliés comme l'étaient Dressrosa, Alabasta ou encore l'île des hommes poissons. ロジャーにとっても最初にして最大の敵だったのかもしれんな。くしくもロジャーとロックスにも共通点がある。ロックスのフルネームは Rox D. Shebeck. Son roi n'était autre que le souverain Rox D. Shebeck, lui-même issu, comme la famille Nefertari d'Alabasta, d'une lignée portant l'initiale du Di dans son nom. Cependant voilà, comme l'aura prouvé le chapitre 1085, les rois porteurs du Di ne peuvent s'empêcher de demander des comptes au gouvernement, comme habités par une quête de vérité qui les dépasse. Mais comme l'aura aussi prouvé ce chapitre, intitulé « La mort de Nefertari Cobra », ce besoin de réponse s'accompagne très rapidement d'une punition. Nul ne doit connaître les secrets et les tabous de l'histoire.
Or, comme nous disait Sengoku au chapitre 958, les tabous du monde, c'est particulièrement ce que recherchait Rox dit Shebeck. Ainsi, nous apprenons qu'il y a 56 ans, le souverain participa tout naturellement à la rêverie, conseil des rois. Au même moment, le roi Harald, qui lui n'était pas convié, réussit à s'infiltrer illégalement pour tenter de faire d'Elbaf un pays affilié au gouvernement mondial. Seulement, comme nous le montrait Nefertari Cobra, pendant les rêveries, les rois un peu trop curieux prennent souvent des décisions un peu trop dangereuses. かつてロックスという野心家が世界の王を目指し、世界のタブーに触れすぎたためにその存在を示す情報は今に残らず、我々世代の一部の海兵の記憶の中に眠っているだけだ。 Nous pensons alors que comme le roi d'Alabasta, Shebeck demanda des comptes au gouvernement et apprit les tabous de ce monde. Peut-être a-t-il lui-même témoigné de la présence d'Imu Nerona sur le trône vacant. Cependant, niveau puissance, Shebeck, c'est pas trop Cobra. Le jeune roi aurait donc résisté et tué l'amiral de la marine présent à Marijoise. En effet, comme Fujitora et Aramaki, on vous rappellera que durant une rêverie, des amiraux sont convoqués pour protéger la Terre Sainte et ses habitants dragons célestes de potentiels débordements. Tuer ainsi un amiral de la marine relève d'un exploit absolument phénoménal et tout bonnement inégalé de tout le manga. Un crime si puissant qui attira toute l'attention sur Rox, permettant donc à Harald, comme il le dit lui-même, de s'enfuir sans avoir de problème. C'est ainsi que Rox retourna à son royaume devenu une terre ostracisée du gouvernement et donc sans foi ni loi, un pays de criminels. Ici, comme nous l'apprenions dans le chapitre 958, Shebeck n'eut d'autre choix que de former son propre équipage de hors-la-loi, en commençant par l'orphelin Edward de Newgate, le puissant Shiki le Lion d'Or et la terrible Miss Stussy Buckingham. Ainsi, il devint un pirate. 船長ロックスの野望は世界の王。まるでテロ組織のように世界政府に牙を向き、政府によってもみ消された事件が多いことが一つ。だが、その脅威だけは当時誰の耳にも届いていた。 D'ailleurs, en parlant de Shiki, son accoutrement semble valider petit à petit notre théorie comme quoi il viendrait de Wano Kuni et qu'il serait en réalité un Kurozumi. En effet, son kimono et ses deux katanas expliqueraient pourquoi Higurashi, elle-même du clan Kurozumi, possédait déjà à l'époque son visage grâce au Mane Manenomi. D'autant plus que dans sa jeunesse, et avant de se teindre les cheveux en blond pour devenir le Lion d'Or, Shiki avait les cheveux violets, tout comme Orochi et Otama. Il serait donc en réalité Shiki Kurozumi, digne héritier du clan maudit de Wano Kuni. De son côté, Rox, ayant rencontré le puissant roi Harald à Marijoise, se mit en tête de le recruter directement chez lui à Elbaf. Leur rencontre peut donc s'avérer très intéressante tant, nous l'avons vu, Harald conjugue les refus du gouvernement avec beaucoup de frustration et de tristesse, là où Shebeck, lui, se contrefiche des murs et des obstacles et pourrait apprendre au roi d'Elbaf à se révolter contre le gouvernement mondial. Déchu de son titre de souverain, Rox se mit donc en quête de devenir le roi non plus de sa nation, mais désormais du monde entier. Car la pierre le sait, son heure viendra. まったく、えらい時代に元帥になったわい。なんぼ向かってこようとも、全員返り討ちにしちゃるがのわ。 Des fois, elle servira à punir, d'autres fois à protéger. Mais une chose est sûre, dans ce monde, selon l'endroit où vous vous situez et selon en face de qui vous vous trouvez, la justice n'aura jamais le même visage. Ainsi, il y a 56 ans, la mort de l'une d'entre elles, symbole et bouclier du peuple, dut éveiller chez les jeunes hommes et jeunes femmes une puissante flamme.
l'envie peut-être de protéger ou de punir à leur tour. Car cette année, un amiral de la marine trouvait la mort, c'est également cette même année, et alors qu'ils étaient tout juste âgés respectivement de 23, 22 et 20 ans, que les jeunes Sengoku, Garp et Tsuru s'enrôlèrent dans la marine. Oui, les trois la même année, il y a tout juste 56 ans. Mais cette flamme ne s'éteint pas là. Quelques mois plus tard, il y a 55 ans, naquit un personnage absolument capital pour notre histoire, Sakazuki Akainu. Oui, vous voyez là où on veut en venir, nous pensons qu'Akainu est le fils de cet amiral de la marine tué par Shebek. Sa mère, veuve et enceinte, accoucha de son enfant après la mort de son mari. Né donc sans père et peut-être même sans mère, Sakazuki devint orphelin et connut une enfance particulièrement difficile, expliquant le seul dessin d'Eiichiro Oda de lui enfant, l'illustrant la mine sévère, les habits décousus et le couteau à la main. Cela expliquerait surtout la haine incommensurable qu'il porte aux pirates, car le plus notoire de son époque tua son père, le grand et vertueux amiral de la marine. Marchant donc sur les pas de son père, il devint à son tour amiral de la marine, plus encore amiral en chef. Plus dingue encore, c'est que l'auteur décida comme par hasard dans la page de couverture de ce même chapitre d'introduire un héros sur Wano, originaire de West Blue et aujourd'hui enterré à Ringo. Cette révélation souligne qu'Eiichiro Oda souhaite nous donner deux informations. Premièrement, qu'un étranger est devenu un samouraï honoré et que deuxièmement, il est aujourd'hui mort. 杯の社長はなんて 和の国は非加盟国につき管轄外であるってさ。やろうな Maintenant, vous connaissez tous notre théorie qui voudrait qu'Akainu soit lié à Wano Kuni. En effet, il est celui qui refusait d'attaquer le pays au chapitre 957, celui qui a un tatouage de Yakuza et celui qui fait du bonsaï. Or, Oda a laissé un indice tout particulier pour souligner qu'il s'agit d'un étranger de Wano qui adore les coutumes du pays. En gros, c'est un otaku, car oui, il est extrêmement mauvais à l'art du bonsaï. En effet, à la sortie du chapitre 592, et si nous, ça peut nous échapper, les fans japonais, eux, ont beaucoup ri de son niveau. Il serait alors fort probable que son père était ce héros étranger, le héros de Ringo, inhumé selon la culture qu'il choisit. Et c'est pas fini, car là où cette théorie fait vibrer, c'est qu'Akainu serait intimement lié au personnage de Ace dans une superbe ironie. Comme lui, il aurait été porté par sa mère des mois après la mort de son père et n'aurait jamais connu les deux. Il aurait été un orphelin avec l'aigreur qu'il porte envers le monde. Comme lui, il a été élevé à la dure et pourtant à la fin, Akainu tue Ace, l'horrible pirate, sans même essayer de le comprendre. Comme l'horrible pirate a tué l'amiral de la marine il y a 56 ans sans même essayer de le comprendre. Ce cycle de vengeance continue donc aujourd'hui avec Sabo et Luffy après la mort de leur frère, et ce sera à eux, la nouvelle génération, de briser le cycle de la haine, de punir le chien rouge pour son crime, mais de l'épargner, car eux ne sont pas des criminels. D'autant plus que l'ironie finale voudrait qu'Akainu aurait tué non pas le fils de Shebek, meurtrier de son père, mais celui de son ennemi juré, Goldie Roger. Oui, vous l'avez compris, si le soldat marche sur les pas de son père, il existe un autre enfant qui entreprend de finir ce que son géniteur a commencé. 6 ans après sa première mention dans le manga, c'est désormais officiel, Rox D. Shebek est le père de Marshall D. Teach, préparant silencieusement depuis des années son plan, car la pierre le sait, son heure viendra. 俺はいろんな戦いを超えて数々の傷を負ってきたが今うずくのはこの傷だ。 Nous savons, grâce au dessin préparatoire d'Eiichiro Oda et au vivre card, qu'il y a 40 ans, naquit à Shadeport, un port d'une île enneigée, le jeune Marshall D. Teach. Nous savons donc désormais aujourd'hui qu'il porte en réalité, comme ses deux jeunes sœurs, le nom de sa mère.
Oui, Teach avait 2 sœurs, et il est fort probable qu'il soit originaire de Drum, puisque le pirate s'y rendra des années plus tard avec son équipage pour tout détruire sans donner aucune explication. Sûrement pour interroger sa mère sur ses origines, apprenant qu'il est issu d'une grande lignée. D'autant plus que c'est toujours au royaume de Drum que Luffy expliquait à Sanji au chapitre 134 que pour se préserver du froid, les habitants ne dormaient tout simplement pas. Exactement comme Barbe Noire. Il est important de noter également que les particularités héréditaires de Teach nous étaient déjà annoncées sur Egghead au chapitre 1107. Nous apprenions en effet que le Gorosei, tout comme l'équipage de Barbe Noire, était au courant de la lignée de ce dernier. Si cette révélation pourrait se réduire au simple sang de criminel qui coule dans ses veines, cela nous ramène pourtant au chapitre 577, où Marco, à Marineford, évoquait déjà la particularité physique de Teach, nulle sans doute liée à sa capacité de manger 2 fruits du démon. Quoi qu'il en soit, quelques mois avant la naissance d'un certain rouquin, Barbe Noire grandit lui aussi orphelin, son père étant mort face à Monkey D. Garp et Goldie Roger sur God Valley un peu plus d'1 an après sa naissance. いいか俺たちは漁師じゃねえ海賊だお願いしますどこにも行くあてがねえすおいよそに行く名前はティーチ Il croisa cependant, à l'âge de 12 ans, la route du boss des orphelins, le grand pirate Barbe Blanche, ancien collègue de son défunt père. Nul doute alors que dans une certaine poésie, Newgate, lui-même orphelin, était bien évidemment au courant de l'identité du jeune garçon, mais ne pouvait le laisser survivre seul. Comme il nous le disait au chapitre 563, les enfants ne sont pas coupables des crimes de leurs parents. C'est donc sur le pont du Moby Dick que Teach se mit en quête de trouver le Yami Yami no Mi, première pierre sur le chemin de devenir le roi du monde, quitte à prendre la vie de ses camarades. En effet, Barbe Noire est devenu maître dans l'art de faire profil bas en attendant son heure. Au chapitre 434, Shanks nous prévenait, il n'est pas devenu commandant ni célèbre, il est comme la pierre qui se laisse marcher dessus autant de fois que nécessaire, la pierre qui reste dans l'ombre des grands jusqu'à devenir assez dure pour faire mal. Il est donc fort à parier qu'il s'agissait bien de Shanks et non de Shamrock au chapitre 907, venu révéler au Gorosei dans la chambre de l'autorité l'héritage secret de Rox, expliquant comment Jay Garcia est au courant au chapitre 1107 des origines de Barbe Noire. Voilà pourquoi, avec ces informations, Imu se mit à déchirer l'affiche de Teach dans la chambre fleurie. Le gouvernement comprit alors qu'après toutes ces années, la pierre immuable était toujours en vie, mais qu'elle avait juste changé de nom. Ainsi, celui pour qui la fin justifie les moyens ne se donne aucune limite, même celle de tuer sa propre famille, tuer sa nouvelle vie. En effet, le thème abordé par l'auteur est ici l'appartenance très puissante de Teach à son passé, une règle qui déroge entièrement à l'enseignement du maître mangaka depuis 28 ans. Pour bien la comprendre, il suffit d'établir une étude comparative avec son antithèse, le fils du rival de Shebeck, Portgas dit Ace. D'abord, les points communs bluffants. Comme Ace, Teach est le seul personnage de tout One Piece dont les 2 parents sont détenteurs du Di dans leur nom. Comme Ace, il fut recueilli par Barbe Blanche alors que ce dernier estimait leurs pères respectifs comme des rivaux, bien que l'un fût aussi son capitaine. お前ももう立派に船長やってんだろ黒ひげ海賊団マーシャル D ティーチ船長なぜここがわかったティーチ無駄な問答はやめようぜ Leurs 2 pères se sont affrontés dans un duel à mort. La pierre s'est inclinée devant l'or il y a 38 ans sur God Valley, tandis que dans le match retour, opposant les héritiers sur Banaro, tel père, tel fils, cette fois, la pierre prit sa revanche sur l'or. Enfin, il est intéressant d'observer la nature de l'or à vouloir traquer la pierre. Décidément, ça coule dans le sang.
Cependant, quelque chose fait toute la différence et vient définir Rox, dit Teach, comme le plus grand méchant de tout One Piece. Cela fait plus de 28 ans qu'Eiichiro Oda aura insisté pour nous inculquer à nous, ses lecteurs, qu'un enfant n'est jamais ses parents. Et encore moins son père. Les fils s'émancipent de l'image de leur géniteur grâce à l'éducation qu'ils reçoivent. Tous, sauf un. Et pour déroger à cette règle, il faut vraiment être le méchant ultime du récit. Oui, Barbe Noire se démarque d'Ace avec un point de divergence simplement impardonnable pour Eiichiro Oda. Bien sûr que tout enfant a le droit d'être fier de son père et de vouloir lui ressembler. Mais Ace et Teach, eux, ont été accueillis par Barbe Blanche alors que coulait dans leurs veines la possibilité d'être les plus grands criminels de ce monde. Là où Ace fit la paix avec son passé et se rangea sous l'aile de son nouveau père pour faire de lui le prochain roi des pirates, Teach n'avait en réalité jamais renoncé à son héritage. C'est le même écueil observé chez Orochi et Kanjuro Kurozumi, qui avait la chance d'être recueilli dans les bras rédempteurs des Kuzuki, mais qui préféra conserver sa vengeance héréditaire dans son cœur, devenant ainsi un traître. Voilà ce qui fait chez Eiichiro Oda de vils personnages, la rancœur, l'incapacité de passer à autre chose, de rester esclave d'une vengeance qui ne nous concerne même pas. 隊長の座にもつかず名を上げず自分を隠しエースを止めてくれ、今はまだあの二人をぶつける時じゃない。黒ひげティーチから手を引け。 Autre signe, comme si ce n'était pas suffisant, on vous l'annonçait en 2018, il y a maintenant 7 ans, à l'instant où il forma son propre équipage pirate, Teach s'empressa de nommer son navire le Sabre de Shebeck. Plus tard, en octobre 2024, dans les courriers des lecteurs, Eiichiro Oda évoquait le lien entre le navire de Teach et Shebeck, en déclarant « c'est une coïncidence ». Ou peut-être pas. Un tel nom comme pour s'affirmer main armée de la vengeance de son père. Une revanche qu'il prendra en trouvant le One Piece, car ce formidable trésor incarne tous les tabous recherchés par son père puisqu'il dévoile la vérité sur l'histoire. Comme il en assure l'existence au chapitre 544, lui réussira là où son père a échoué. Naturellement, il prit quartier en la Ruche, ancien royaume puis fief de son père. Plus fou encore, cela expliquerait qu'une étape de sa vengeance consiste en réalité à réhabiliter la Ruche comme un pays affilié au gouvernement mondial et donc de devenir roi comme l'était son père. Plus fou encore, la monnaie d'échange pour le devenir est hautement symbolique car si Shebeck perdit son royaume et son titre de roi en tuant un amiral de la marine, son fils récupérerait ce royaume et ce titre en rendant à la marine un amiral, le héros Garp. Rappelez-vous, il a à de nombreuses reprises refusé la promotion pour ne pas avoir à protéger de dragons célestes. Ainsi, la pierre avait bien raison de rester patiente. Après tout, ça y est, son heure approche. Akagami, Kurohige, Mugiwara, 全員と戦えとでも言うのか。出し抜きゃいいんだよ。お宝は争奪戦だ。 Alors voilà, en regardant plus attentivement l'homme le plus cruel de son époque, on pourrait presque y voir non pas un, mais deux personnages bien familiers. Barbe Noire, cela ne fait aucun doute, même œil droit, même barbe, même boucle d'oreille, même nez. Mais voilà le problème, on refuse de croire que le géniteur de Marshall D. Teach puisse avoir de si belles dents. Plus sérieusement, à y regarder de plus près, ses cheveux noirs ne sont en fait qu'une petite partie de sa chevelure. Son sourire carnassier rappelle celui d'un autre empereur et son œil gauche est exactement le même que celui d'un certain clown. On tourne pas autour du pot plus longtemps, oui, on est dans le déni, mais toutefois, vous allez pas nous dire que c'est pas troublant. Regardez le sourire, les yeux, c'est exactement la même forme du visage que Baggy le clown, comme si l'auteur avait découpé son personnage en deux pour deux demi-frères.
car dites bonjour à la forme finale du déni. Pourquoi, si c'est le père uniquement de Barbe Noire, celui-ci a-t-il plus de cheveux blancs que noirs ? Simplement car il serait en réalité bleu. Oui, comme Baggy dans le manga, les deux ont une chevelure blanche. 2 enfants pour 2 couleurs de cheveux. Voilà pourquoi la bulle de texte dévoile de manière officielle que c'est le père de Barbe Noire. Tout simplement pour que les théories des lecteurs s'éteignent. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Osons le dire, la mère de Baggy était celle qui avait le nez rouge. Et une Harley Quinn dans One Piece, ça n'existe pas. En tout cas, pas encore. À l'heure où Eiichiro Oda nous prouve qu'un homme, Harald, peut bel et bien avoir 2 enfants complètement différents dans leur chara-design, comme dans leur caractère, il le fait en nous dévoilant 2 mères à l'opposé l'une de l'autre. Et je peux vous garantir qu'une maman clown ferait craquer n'importe quel roi mégalomane. Car si lui était clairement le Joker de son époque, il aurait rencontré sa Harley Quinn. L'ironie intervient en apprenant que Teach aurait été élevé par Barbe Blanche et Baggy élevé par Roger. Les deux élevés par les rivaux du père, tout comme Roger demanda à son rival Garp d'élever son fils. Rajoutez-lui un nez de clown et ça marche parfaitement. Ça fait 2 ans qu'on est sur cette théorie et on lâche pas le steak. Vous l'avez donc compris, Teach lui marche directement sur les pas de son père car est au courant de ses origines. Sabre de chez Beck, la ruche, rêve de devenir roi du monde, etc. Baggy lui marcherait sur les pas de son père sans même s'en rendre compte car ne connaissant pas ses origines, expliquant pourquoi à son tour il est en train de créer le plus puissant équipage pirate au monde. Il n'a peut-être pas la puissance de son père, mais il en a le charisme. Ses 2 fils seraient devenus empereurs face aux 2 héritiers spirituels de Roger. Voilà pourquoi aujourd'hui Shanks, Luffy, Baggy et Teach sont tous les 4 Yonko. Shanks et Luffy pour qui le sang n'importe pas, et de l'autre côté Teach et Baggy pour qui rien ne serait plus précieux que les liens de sang. Une division ancrée au plus profond des thématiques de One Piece. Finalement, diviser le ciel en 2, n'est-ce pas là l'adage des empereurs? Ainsi, après toutes ces années, la pierre affronte encore l'or. Et à la toute fin, il n'en restera plus qu'un. Nous l'avons vu, Eiichiro Oda établit une transmission de la flamme qui parfois se perd, se transforme, mais jamais ne s'éteint. Chez la marine, le symbole de la justice s'est perdu dans la vengeance avant de se retrouver dans son dernier et ultime digne héritier, le vice-amiral Koby, qui lui aussi a un rêve, obtenir le même titre que ce soldat tué il y a 56 ans, devenir amiral de la marine. Mais alors, du côté de la flamme des pirates, qui l'emportera entre la pierre et l'or? Cette question, un arbitre silencieux se l'est posé toute une partie de sa vie. En recueillant le jeune Ace après le jeune Teach, Edward Newgate était en mesure de s'interroger. Allait-il réussir à calmer l'ardeur de ce conflit héréditaire? On ne peut être que pris d'empathie pour l'empereur qui avait accueilli sur son pont le yin et le yang, et on ne peut que réaliser la détresse de ce dernier lorsqu'il essaya de retenir l'or d'attaquer la pierre, lorsqu'il comprit que l'histoire était sur le point de se répéter. Pourtant, c'est aux portes de la mort, et après avoir témoigné de la défaite définitive de l'or et la fin de cette famille, qu'il comprit par qui leur flamme était désormais portée. Alors, il adressa à la pierre au chapitre 576 ces quelques paroles. Ce n'est pas toi que Roger attend. Oui, à ce moment-là, le grand pirate Barbe Blanche avait réalisé que cette flamme avait réussi. Elle s'était affranchie de la lignée familiale pour embraser le cœur d'une aube nouvelle et étincelante. Comme la flamme de la justice, celle de la liberté avait trouvé une nouvelle bougie. Le singe, qui n'a que faire de savoir s'il marche sur une pierre ou sur de l'or, avait envie de vivre librement pour son frère. Monkey D. Luffy est le rival évident de Rox D. Teach. Lui n'a pas d'affiliation, lui ne ressemble en rien à son père. Lui se moque du passé et de savoir qui a porté la flamme qu'il a accueillie dans son cœur. Ainsi, comme il y a 38 ans, le héros de la marine, le futur roi des pirates et l'ambitieux despote vont s'affronter à nouveau. Reste à savoir quelle flamme brillera le plus fort.